Comment vous sentez-vous au changement de saison? Si vous êtes comme moi, vous ressentez les effets des journées qui raccourcissent sur votre énergie, sur votre corps et peut-être même sur votre humeur. Comment faciliter ces transitions en ajustant notre mode de vie et notre alimentation? C'est ce que nous allons découvrir avec Iman à Simplement Santé. Personnellement, j'adore l'été et l'arrivée de l'automne et de l'hiver est toujours un peu difficile. Bonjour, Iman. Allô, Priscilla. Iman, je ne suis pas la seule. Plusieurs personnes ont de la difficulté avec les changements de saison. Quels sont les effets les plus répandus? Premièrement, je dois te dire que moi aussi, je fais partie du lot. Le premier élément, Priscilla, c'est la fatigue. Elle peut être légère, modérée et parfois, ça va jusqu'à l'épuisement. Généralement, nous avons tous besoin d'un petit peu plus de sommeil et en plus, on va observer une perturbation au niveau de notre nuit. Troisième élément, c'est la motivation, l'entrain, l'énergie. Et pour certaines personnes, ça va aller jusqu'à la dépression saisonnière. Et un autre élément important, c'est vraiment l'immunité qui est fragilisée pendant toute la saison, je dirais fin de l'automne et l'hiver. Notre alimentation aussi peut être affectée. Avons-nous tendance à manger davantage à l'arrivée de l'automne, de l'hiver? Moi, je sais que souvent, c'est le cas. C'est vrai. Sais-tu pourquoi, Priscilla? Premièrement, je crois que lorsque nous manquons d'énergie, ça entraîne automatiquement ce besoin de manger davantage. On dirait qu'il y a quelque chose en nous, en fait, qui relie besoin d'énergie égale alimentation, même lorsqu'on n'a pas faim. Et l'autre chose, compte tenu de la perturbation du sommeil, plus toute la partie, je dirais, où on est un peu plus cocooning, on bouge moins, etc., ça entraîne aussi un dérèglement, je dirais, du système par rapport à ses besoins physiologiques. Mais nous, on a tendance aussi à vouloir manger des aliments plus gras, un peu plus de fringales. On est plus fatigué, plus irrité. On va aller chercher le sac de chips ou des fois, c'est plutôt le chocolat. Donc, petit à petit, souvent, à la fin de l'hiver, on va avoir quelques livres de plus qui vont être finalement la conséquence d'un ensemble d'éléments. On va chercher un peu de réconfort, des fois, j'ai l'impression aussi, dans notre alimentation en hiver en particulier. Et quelles sont les causes concrètes de ces changements-là, Iman? Alors, la cause principale, Priscilla, c'est le changement de la luminosité. Une partie de notre cerveau est influencée, en fait, par la lumière. À ce moment-là, première perturbation qu'on va observer, c'est la sécrétion de la mélatonine. Vous le savez, la mélatonine joue un rôle prépondérant par rapport à notre sommeil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être crucial pendant la transition, en fait, tu sais, le changement. On le voit cet automne, on sort à 5 heures, il commence à faire noir. Donc, tous ces éléments-là vont perturber le système. On se réveille, pas de lumière. Et le système nerveux est aussi affecté par rapport à la sécrétion des autres messagers, des neurotransmetteurs qui sont responsables de l'énergie, de la motivation et de la bonne humeur. Donc, on comprend à ce moment-là comment le cerveau, qui est en grande partie le chef d'orchestre de notre corps, a besoin de s'adapter à ce changement de saison. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour mieux s'adapter au changement de saison? S'adapter, c'est ça le truc. Nous, en fait, on aimerait parfois vivre l'automne et l'hiver comme on vit l'été. On change de vêtements, on doit aussi s'adapter par rapport à nos habitudes. Dormir plus tôt. En fait, suivre un peu le rythme du soleil, ça, c'est un élément important parce que ça nous permet de nous réveiller un petit peu plus tôt, plus reposés. C'est pas évident parce qu'il n'y a pas de lumière quand on se réveille. Or, cette lumière active les changements hormonaux pour faire de telle sorte que la mélatonine baisse et la sérotonine augmente. Pour les personnes qui ont beaucoup de difficultés, Priscilla, sais-tu c'est quoi mon truc?
Moi, j'adore ça. L'immunothérapie? La luminothérapie, Non, oui. oui, ça c'est génial. Mais un truc pour le réveil matin, connais-tu les réveils sous forme de J'ai demi-soleil? déjà entendu parler. Oui. Ça fonctionne bien, ça? Moi, j'ai ça. Et j'adore. Parce qu'au lieu d'avoir le réveil strident, on a en fait un petit soleil qui, vraiment, la lumière s'amplifie dans la chambre. Et ça fait vraiment un changement si on est vraiment affecté. Donc, le repos, c'est important. Mais l'automne, c'est un équilibre entre le repos et le mouvement. Parce que se reposer, c'est une chose. Mais si on ne bouge pas, je crois qu'à ce moment-là, les choses deviennent plus difficiles. On a besoin de bouger autant l'automne que l'hiver pour la neurotransmission, pour la circulation sanguine, pour les fonctions digestives. Bon, bref, pour tous les éléments importants au niveau physiologique. Mais ce mouvement-là, oui, du soleil aussi dans notre vie. Et en parlant de soleil, bouger à l'intérieur, c'est vraiment bien, mais aller dehors. Même si c'est plus frais, il faut aller à l'extérieur, faire des activités extérieures aussi. Oui, et c'est très important pour le bol d'air et aussi pour le soleil, pour la vitamine D. Donc, un petit 15-20 minutes sur l'heure du midi, on sort du bureau le week-end, on fait des randos, on s'habille chaudement. Ça, c'est vraiment un élément qui est, je dirais, crucial au niveau, je dirais, de la transition, mais tout au long de l'hiver. Puis, je pense à ça, j'ai dit soleil, hein? C'est vrai, mais des activités soleil. Je t'appelle et je te dis, OK, est-ce qu'on va au cinéma, on écoute une comédie, on met de la joie dans notre vie. Ça aide beaucoup aussi pour sortir des fois un petit peu de cette petite déprime saisonnière, puis des petits moments de détente, c'est un petit spa, un petit moment de relaxation. Donc, nous donner le temps finalement de nous adapter à ce rythme en ajoutant aussi des éléments clés comme la luminothérapie, l'alimentation, la vitamine D, des petites choses qui vont vraiment aider le corps physiologiquement à bien vivre cette transition. Merci, Iman. Merci. On va avoir le temps de bien approfondir le rôle de l'alimentation pour le reste de l'émission. Tout d'abord, la vitamine D joue un rôle très important. Iman nous explique pourquoi. Depuis quelques années, la vitamine D, tout le monde en parle. À juste titre, plus on l'étudie, plus on prend conscience de l'étendue de ses bienfaits. Aujourd'hui, on découvre ensemble 3 fonctions primordiales. La première, vous la connaissez sûrement, c'est l'immunité. Les recherches scientifiques démontrent l'action modulatrice de la vitamine D sur le système immunitaire en présence d'infections, notamment les infections respiratoires et la grippe, qui, nous le savons, sont très présentes pendant la saison hivernale. Les études révèlent qu'un taux optimal de vitamine D dans la circulation sanguine va renforcer les mécanismes de défense face à l'agent pathogène, atténuer les symptômes et réduire la durée de l'infection. Deuxième fonction, la santé mentale et cognitive. Et là, je veux mettre en lumière l'importance de la vitamine D par rapport à la dépression saisonnière. On l'appelle vitamine soleil parce qu'elle est synthétisée à partir des rayons lumineux et en même temps, elle va vraiment jouer un impact majeur pendant les changements de saison, d'où l'importance de s'assurer de maintenir un taux optimal tout au long de l'automne et aussi pendant l'hiver. Une troisième fonction que je trouve vraiment importante, c'est le rôle de la vitamine D par rapport à la santé des os, des dents et la force musculaire. Au tout début de la croissance de l'enfant et de l'adolescent, la vitamine D est absolument cruciale. Et ce qui est vraiment important, c'est de réaliser qu'à la fin de la quarantaine, elle va vraiment être une des perles les plus précieuses dans la prévention des maladies inflammatoires, notamment l'ostéoporose. Alors, vous devinez combien la vitamine D est un pilier fondamental
fondamentale pour vivre et vieillir en santé. Elle est synthétisée, je vous l'ai dit, à partir du soleil. Donc, grosso modo, entre le mois de mai et la fin du mois de septembre, une petite partie de l'année. Et au niveau de l'alimentation, on la retrouve majoritairement sous la forme d'étroits hautement assimilables dans les poissons, le saumon, le hareng, le thon, les sardines, l'huile de foie de morue, les œufs également, et sous la forme D2, la forme végétale qui est moins bien assimilée, qu'on trouve majoritairement au niveau des champignons. Alors, vous comprenez pourquoi nous sommes souvent en carence pendant la saison automnale et hivernale, notamment dans les pays nordiques. L'alimentation peut être notre allié pour mieux s'adapter aux changements de saison. Iman, concernant la vitamine D, oui, tu nous mentionnes qu'on la retrouve dans l'alimentation, mais est-ce qu'on doit absolument prendre des suppléments pour atteindre les doses nécessaires? Je dois dire que oui, pour la plupart des gens. Ce qui est important, en fait, c'est de nuancer nos besoins. Une chose est certaine, c'est qu'actuellement, les études ne s'accordent pas sur les dosages. D'ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou en France ou au Canada, on vit vraiment des grandes variations au niveau de la supplémentation, dépendamment des recherches et des auteurs. Donc, je propose aujourd'hui, en fait, de partager avec vous mon point de vue personnel. Premièrement, il y a les cas particuliers. Évidemment, si vous êtes carencé en vitamine D, si vous êtes dans un cas d'ostéoporose, si vous avez un problème de malabsorption intestinale, à ce moment-là, vous allez suivre les recommandations de votre médecin ou du professionnel de la santé. Maintenant, quand on parle de prévention, généralement, moi, je dirais que ce qui est important, c'est de se donner au moins la possibilité de prendre 1000 à 2000 unités internationales par jour. Pour te donner une petite idée, Priscilla, une portion de saumon va nous apporter l'équivalent d'à peu près 1000 unités, justement, internationales par jour, un petit peu moins, 982. Et écoutez bien, le saumon sauvage en contient 4 fois plus que le saumon d'élevage. Donc, vous voyez un peu toutes ces variabilités. Donc, je dirais, ce qui est important, selon moi, c'est de maintenir le taux optimal au niveau sanguin. Parce que ce qu'on retrouve, en fait, dans l'analyse sanguine, c'est bien la vitamine D3. Donc, si vous savez que vous êtes toujours borderline, ben peut-être qu'à ce moment-là, demandez conseil à votre médecin et peut-être qu'à ce moment-là, c'est un peu plus que 2000. Et comment on fait, oui, pour choisir un bon supplément de vitamine D? Qu'est-ce qu'on doit regarder exactement lorsqu'on fait notre achat? D'abord, D3. D3. Ça, c'est important. D3, c'est la forme qui est hautement assimilable. La D2, c'est la forme végétale. De toutes les façons, maintenant, on ne retrouve que la D3. Après ça, moi, j'aime quand elle est vraiment dans une matrice huileuse. C'est un point de vue personnel. Au niveau des recherches, encore là, on ne s'accorde pas. Beaucoup vont dire, ben écoute, de toute façon, quand c'est encapsulé, les résultats sont les mêmes. Moi, pourquoi j'aime le côté huileux? C'est parce que je me rapproche du saumon. Je me rapproche de l'huile de foie de morue. J'aime quand la vitamine D est liposoluble. Et à ce moment-là, ça va être 1 goutte par jour pour 1000 unités ou 2 gouttes par jour. Mais sachez qu'on peut prendre aussi 10 gouttes le dimanche. Vitamine D, dimanche, 1 fois par semaine, 10 000 unités. Alors même si on le fait juste une journée, ça va avoir le même effet pour la semaine. On peut prendre un dosage de 10 000 unités 1 fois par semaine. Donc, si on l'oublie pendant la semaine, vitamine D, souvenez-vous, le dimanche. Et à ce moment-là, ça vous donne vraiment un outil vraiment de prévention à partir de début octobre jusqu'à la fin, je dirais, du mois d'avril, ou autrement dit, vous suivez le soleil. Et si on sort peut-être moins l'été, peu importe la raison, est-ce qu'on peut continuer quand même tout au long de l'année lorsqu'on ressent le besoin? Oui, très bonne question. Les personnes, effectivement, qui sortent moins, quand on s'expose torse nu au soleil, à peu près, je dirais, 15-20 minutes, c'est à peu près 15 000 unités internationales qu'on va aller sécréter. Pour vous dire combien la synthèse via la peau est vraiment extraordinaire. Donc, à ce moment-là, si vous vous exposez moins,
je crois que ça serait bien d'en parler à votre médecin et de faire un bilan sanguin pour voir où vous vous situez dès le mois de septembre. Parce que par la suite, c'est sûr qu'au mois d'octobre, novembre, etc., vous n'allez pas avoir les mêmes dosages. Donc, d'agir en prévention, c'est vraiment, selon moi, très, 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 très important. Est-ce que c'est surtout en Amérique du Nord puis dans les pays nordiques où il y a ces carences-là de vitamine D? Eh bien, moi aussi... Principalement, probablement? Ben, principalement, oui, mais j'ai été surprise, Priscilla. Sachez que les études révélent que dans plusieurs pays chauds, on observe aussi cette carence en vitamine D. C'est vraiment surprenant. Et une des hypothèses, ça serait parce que notre peau, en fait, étant plus foncée, on a besoin de 10 fois plus de vitamine D. Donc, il y a ça, il y a la crème solaire. Donc, maintenant, en fait, on se fie surtout aux analyses sanguines parce que les carences sont observées beaucoup dans les pays, évidemment, nordiques, mais aussi dans plusieurs pays chauds. Parfait. Alors, on a fait le tour de la vitamine D. Pour le reste de notre alimentation, on devrait privilégier quoi lorsque l'automne arrive, lorsque l'hiver arrive également? J'aime parler, Priscilla, d'un équilibre entre la fraîcheur. Donc, c'est important, bien sûr, de ne pas tomber dans le piège des repas tout faits, etc. La facilité qu'on recherche souvent l'automne et l'hiver. Et en même temps, de penser aux aliments qui vont venir réchauffer et régénérer le corps, autant au niveau de leur composition, mais aussi au niveau de la température de cuisson. Donc, la composition, je pense par exemple aux légumes racines. Donc, que ce soit un potage, une courge coupée simplement en tranches avec un filet d'huile d'olive dans le four. Bref, les légumes racines vont apporter un réconfort. Oui, un réconfort, puis un carburant. Il faut suivre les saisons. C'est peut-être pas pour rien que nous avons des courges l'automne. Donc, c'est important d'aller chercher ces aliments-là et de par leur composition et aussi la température, manger que des salades, c'est peut-être pas la bonne chose pour tout le monde. Et on n'a pas envie souvent de manger une salade au mois d'octobre, novembre nécessairement. Je vous encourage, si vous mangez des salades, mettez un saumon grillé chaud. Ça va venir tempérer. Commencez par un bouillon. Les épices vont venir aussi tempérer la température. Ça se dit bien, hein? Donc, tu sais, du gingembre, poivre de Cayenne, les épices mexicaines. Donc, ça nous amène, en fait, dans une note olfactive, mais aussi physiologique, qui va permettre au corps de mieux s'adapter aux 0, 5 ou moins 5 ou moins 10 degrés. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a aussi dans cette, je dirais, la partie énergie, vitalité, on parle bien sûr de la vitamine D. Il ne faut pas oublier non plus la vitamine C, qui est importante pour l'immunité et qu'on retrouve dans les agrumes. Je sais, ça ne pousse pas au Québec, mais tout de même, aller chercher des clémentines, des pamplemousses, des citrons ou encore du persil, des aliments verts qui sont aussi riches en vitamine C, ça va apporter vraiment une autre petite vitamine soleil pour aller stimuler le corps. Et quoi d'autre? Ben, c'est important aussi les gras. Les gras, les bons gras, je suppose. Gras. Parce qu'on cherche souvent toute la partie réconfortante de l'alimentation et le piège, c'est la glycémie. Donc, si on manque de vitalité, on manque de bonnes protéines, on manque de bons sucres, on manque de bons gras, ben à ce moment-là, c'est les nachos qui nous choisissent. C'est pas nous qui choisissons les nachos. Vous comprenez, à ce moment-là, on tombe plus rapidement dans les fringales. Le soir, on est fatigué. Donc, on rentre en fait dans une spirale et c'est, je dirais, cette spirale qui fait qu'en plein milieu de l'hiver, à un moment donné, on baisse les bras puis on se dit « Oh, ça me tente plus, ça me tente plus, ça me tente plus ». Mais il y a une différence entre un gras qu'on va retrouver dans un sac de chips, mais les chips ont leur place en quantité modérée, versus un bon gras
qui va vraiment, vraiment venir nourrir le corps adéquatement. Et comment on intègre ces bons gras-là? Il faut penser à quoi exactement? À quel aliment? Bien sûr, les poissons gras, parce que là, ça nous donne la possibilité d'aller chercher non seulement les protéines, les bons gras et la fameuse vitamine D, mais il y a aussi toute la famille des noix, des graines qui vont être vraiment très, très précieuses au niveau de notre alimentation, notre grand ami l'avocat, et bien sûr, de bien utiliser les huiles végétales. Et à ce moment-là, on est en mesure, en fait, de donner au corps le carburant dont il a besoin. Oui, on a tellement des belles huiles disponibles maintenant. Lorsqu'on va à l'épicerie, il y a toutes sortes d'huiles. On les utilise pas toujours de la bonne façon. Peux-tu nous aider à démystifier le tout? Qu'est-ce qu'il faut retenir lorsqu'on achète et on utilise une huile? D'abord et avant tout, la qualité de l'huile. C'est certain qu'une huile qui est raffinée, qui est ultra transformée, qui est surchauffée, perd ses qualités, et de un. Et de deux, ça va créer des substances toxiques, cancérigènes pour le corps. Donc, on ne veut surtout pas aller vers cette qualité-là. Donc, on va aller chercher des huiles qui sont extraites d'une manière, je dirais, judicieuse et intelligente, donc à température basse. Et là, on va avoir des catégories selon l'utilisation. Et comment on fait pour s'assurer, par exemple, on a l'huile d'olive, qu'elle est extraite de la bonne façon lorsqu'on l'achète? Alors, pour il y a une cela, mention peut-être oui, sur le... extra vierge ou à température froide. Maintenant, vraiment, c'est écrit sur Alors, l'emballage. si on voit un des deux, c'est bon signe, c'est que ça a été extrait de la bonne façon. Vraiment. Parfait. Donc, extra vierge, ça veut dire qu'elle a été vraiment extraite directement à partir des huiles avec un procédé vraiment artisanal versus quand on prend les olives et on les plonge dans un solvant organique pour aller optimiser, en fait, la quantité d'huile extraite, mais c'est aussi la durée du procédé. Donc, extra vierge, ça, c'est vraiment très important. Et là, l'huile d'olive, c'est un grand classique. Je pense que de plus en plus, beaucoup de monde l'utilise. Quelles sont les caractéristiques, peut-être les bienfaits de l'huile d'olive? Ah, l'huile d'olive, l'huile d'olive. Écoutez, pour une Marocaine, j'ai baigné, bien sûr, dans l'huile d'olive. Premièrement, la beauté de l'huile d'olive, c'est sa richesse en antioxydants, en vitamine E. C'est aussi l'huile qui est très, très riche en acide oléique, en oméga 9. Et cette huile a été très étudiée au niveau scientifique. Donc, on sait qu'elle a des propriétés bénéfiques au niveau de la santé cardiovasculaire, au niveau du cholestérol, les triglycérides, la glycémie, même le diabète, la santé de la peau. Donc, je dirais, l'huile d'olive n'a plus à faire ses preuves au niveau de notre santé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant au niveau des propriétés. Puis c'est aussi la facilité d'utilisation. Parce que l'huile d'olive, elle a ce qu'on appelle un point de fumée. Tu sais, un point de fumée, Priscilla, tu dois te demander ce que c'est. Le point de fumée, c'est la température à laquelle l'huile commence à se détériorer. Alors, dépendamment de la catégorie d'huile, cette température va changer. Pour l'huile d'olive, elle se situe autour de 275 Fahrenheit. Alors, au-dessus de ça, ça se détériore. Est-ce que ça peut être même dangereux je dirais peut-être pas dangereux. Mais on perd les bienfaits. Oui, on perd les bienfaits, mais tu as raison de dire dangereux dans le sens, c'est une mini-toxicité qui va s'accumuler. Donc, autrement dit, c'est pas pour ça qu'on va aller aux urgences. Mais par contre, tu as bien raison. Si on surchauffe tout le temps notre huile, on se rend compte que ça crée vraiment, vraiment des substances toxiques dans notre corps. Et ça a été vraiment prouvé par la science. D'où l'importance de cuire nos aliments, oui. D'avoir des aliments chauds, oui. Cuire, température douce, ça, c'est fantastique. Pour l'huile d'olive, c'est ce qu'il faut. Pour l'huile d'olive, c'est vraiment important. On en parlera aussi pour d'autres huiles. Et l'autre chose, c'est qu'elle va résister quand même à une petite hausse de température et ça va être la championne de nos vinaigrettes, de nos assaisonnements, de nos marinades. Donc,
toute cette versatilité fait de l'huile d'olive l'indispensable vraiment de la maison. Et là, Iman, le temps file. On n'aura peut-être pas le temps de parler autant des huiles qu'on pensait, mais il y a d'autres variétés. On a entre autres l'huile d'avocat. Oui. La particularité de l'huile d'avocat. Alors, l'huile d'avocat, 520 degrés Fahrenheit. Alors, on peut cuire un peu davantage. Vraiment. Alors, c'est les recettes de muffins, la cuisson. C'est vraiment votre allié cuisson. C'est vraiment l'huile d'avocat et son goût neutre aussi. C'est ça aussi que j'allais dire. Oui, ça l'aide également. L'huile de caméline, que je ne connaissais pas. Un beau produit québécois, ça. Oui. Les bienfaits de l'huile de caméline. La richesse en oméga 3. On pense à notre santé mentale et cognitive. On parle souvent de l'huile de lin, l'huile de chia, l'huile de chanvre. L'huile de caméline, vraiment une petite perle pour les oméga 3. Et ça aussi, c'est vraiment un grand atout pendant la saison hivernale. Belle découverte également. Et l'huile de sésame grillée aussi pour les petites vinaigrettes, un peu à l'asiatique. Je sais que tu en fais des bonnes, entre autres. Ça, c'est le petit bonheur, en fait, le petit réconfort. Vraiment, la petite touche gourmet qu'il est vraiment important de soutenir aussi pendant la saison hivernale. Alors, vraiment, des très belles huiles à découvrir, Iman. Et là, on a eu beaucoup d'informations pendant l'émission. Peux-tu nous faire ton fameux résumé, nous dire les gestes que tu aimerais qu'on intègre dans notre quotidien pour mieux vivre les changements de saison? Premièrement, l'équilibre entre le repos et le mouvement. Accordez une importance particulière à votre sommeil. Au niveau de l'alimentation, on choisit en même temps la fraîcheur et on s'accorde pour écouter les besoins de notre corps par rapport à la température des aliments et de choisir des bons gras via le poisson, via les huiles, via les noix et les graines. Au besoin, on va chercher un supplément de vitamine D et on met des activités soleil tout au long de l'automne et de l'hiver. Merci beaucoup, Iman. Toujours un plaisir. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une belle semaine et on se revoit très bientôt pour une autre émission. Ciao! Bye bye! Bonne semaine!